Madame, Monsieur, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'endroit où vous nous recevez en ce dimanche 9 mars 2025 à l'occasion de ce nouveau numéro du jury du dimanche qui reçoit Madame Madina Kizwangi Li Vita. Elle est la présidente des femmes congolaises évangéliques au Sénégal. Elle est également conseillère au sein de l'Association des jeunes Congolais au Sénégal. Elle a une formation d'économiste. Elle occupe également d'autres titres ici au Sénégal. Merci beaucoup, Madame Vita, d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Il n'y a pas de merci. C'est moi qui vous remercie pour avoir apporté votre attention sur nous. Merci. Très bien. Depuis quand vous êtes installé au Sénégal? Donc, je suis au Sénégal depuis 99. Oui, au Sénégal. Ouais. J'ai fait là. Ça fait un petit moment. Oui, ça fait presque 25 à 26e année comme ça. Bientôt, je vais faire 26 ans au Sénégal. Et pourquoi vous avez choisi le Sénégal? Le Sénégal, c'est un pays de la Teranga. Et j'ai aussi d'autres racines ici au Sénégal. Et en venant au Sénégal, j'ai vu que le Sénégal m'a accueilli. Et vu aussi mon travail, donc je préfère rester au Sénégal. Très bien. Et qu'est-ce que vous y faites ici au Sénégal? Bon, au Sénégal, je suis venue d'abord comme missionnaire au Sénégal. Missionnaire évangélique protestant ici au Sénégal, parce que c'était mon appel après mes études. Et à part ça aussi, les activités, il y en a au sein, mes activités séculières aussi j'ai fait, parce que j'ai travaillé à Campus pour Christ. Et puis j'ai développé aussi des talents, parce qu'il n'y avait pas moyen de se faire engager ici facilement. Donc je travaille dans le secteur privé, dans beaucoup de domaines. J'ai fait l'élevage, j'ai fait la couture, j'ai fait beaucoup de choses, le commerce, import-export, et à part les activités de l'Église. D'accord, donc vous êtes un peu multitâche. Oui, vous êtes la présidente des Congolaises évangéliques ici au Sénégal. Ouais, des femmes vous avez congolaises. beaucoup de temples ici au Sénégal, à Dakar. Vous comptez beaucoup de fidèles ici? Bon, pour la communauté évangélique, parce que nous travaillons avec il y a la communauté évangélique du Sénégal, où tout chrétien évangélique avec son église est inscrit là-bas. Donc, pour que je parle des chrétiens du Sénégal, des chrétiens évangéliques, nous sommes nombreux. Et nous, c'est une spécificité aux côtés des Congolaises. Parce que nous avons vu le fait que je sois missionnaire ici au Sénégal, on s'est confronté à une période où les Congolais venaient beaucoup ici au Sénégal pour de plusieurs raisons. Et on était obligé de les encadrer de temps en temps, concernant surtout le côté social, parce que des fois, les gens qui venaient ne se retrouvaient pas. Et comme moi, je suis une femme, j'ai toujours travaillé avec les mamans. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a développé cette union, cette communauté, pour essayer un peu d'encadrer des femmes aussi et les jeunes, et permettre leur intégration, pour leur faire voir aussi qu'en Afrique, il fait beau de vivre. Il y a l'espoir aussi de gagner sa vie au Sénégal. C'est parfait, d'accord. Donc, comment se passe l'intégration? Elle se passe bien ici au Sénégal. Et qu'est-ce que vous dites de la teranga sénégalaise? Pour la teranga, vraiment, le Sénégal, c'est un pays de la teranga. Même jusqu'hier, il y a une Congolaise sur TikTok qui disait « Ouh, ça, je n'ai jamais vu ça ». Il était étonné, il dit que « Mais partout tu pars, on te donne du pain ». Il dit, on appelle ça comment? Si c'est les dougou, les dougou. Donc, elle était surprise pour dire que le Sénégal, c'est un pays de la terre. C'est-à-dire, on sait partager, on sait donner les gens. C'est quelque chose qui touche quand tu viens vraiment pour le Sénégal. Et l'intégration au Sénégal, les Sénégalais, c'est un peuple qui est ouvert.
qui aime aussi l'étranger qui vient. Et surtout quand tu viens vers les Sénégalais, il te présente lui comme il est et il veut que toi aussi tu l'adoptes comme il est. Dès que tu t'adoptes avec lui, et lui aussi va te faire encore comme ça très fort. Oui, c'est ça. Très bien. Et est-ce que la vie est facile à Dakar, au Sénégal, économiquement parlant? Non, économiquement parlant, c'est pas facile. Surtout si que nous qui venons, si tu as ton travail ou bien comme des fonctionnaires de l'État ou bien ton travail, fonctionnaires internationaux ou bien ton travail qui t'a affecté ici, tu n'auras pas vraiment de problème. Mais pour des gens ou des jeunes qui viennent ici pour des raisons quelconques ou des passages, la vie n'est pas facile. Donc il faut essayer de s'adapter, de se réintégrer en attendant que ce que tu viens faire à Dakar puisse s'accomplir. Et c'est dans ces cadres-là que nous aidons à rassurer les jeunes pour leur parler comment les choses se font ici au Sénégal, quelle manière ils peuvent s'adapter, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. C'est dans ce travail-là vraiment que nous sommes en train de faire. Et nous voyons que ça a donné ses fruits pendant ces longues années que je suis là. On a vu les jeunes qui se sont bien intégrés ici et qui commencent à parler même Wolof, qui travaillent avec les Sénégalais dans beaucoup de domaines. Le nombre de ressortissants congolais est-il important au Sénégal? Parce qu'on a entendu son Excellence l'ambassadeur évoquer le chiffre de quelques 2500. Ce n'est pas une communauté nombreuse au Sénégal. Ok, bon, je ne sais pas par rapport aux chiffres, parce que je ne suis pas dans ces statistiques-là. Mais quand même, il y a des Congolais ici. On peut arriver à ces nombres-là, comme il a dit, il y a des Congolais, parce qu'il y a beaucoup de Congolais qui passent par les Sénégal pour aller peut-être dans d'autres pays. Il y a d'autres aussi qui viennent pour essayer de refaire un peu leur vie. Et par rapport à ça, il y a des Congolais aussi qui viennent pour acheter et aller revendre, par exemple, du côté du domaine de l'habillement, le fameux bazin sénégalais. Très bien. Voilà. Je rappelle qu'on reçoit Madame Madina Kizouangui, qui est donc notre invitée ce dimanche. On vous a invité d'abord parce que bon, ça coïncide avec le 8 mars, la Journée internationale des femmes, mais on vous a essentiellement invité pour parler de votre pays, la RD Congo, qui ne va pas bien actuellement. Depuis quand vous n'êtes pas allé chez vous, retourner chez vous en RDC? Ça ne date pas de longtemps, même pas un an. J'étais là-bas en 2004, non pardon, 2024. Ça ne fait même pas un an, j'étais là-bas, donc je viens d'arriver, il n'y a même pas un an. J'ai quitté là-bas. Donc le pays ne vous manque pas tellement? Non, le pays ne me manque pas, parce que chaque fois quand je sens que ça doit me manquer, je fais un saut rapidement et je reviens. Très bien. La RDC va mal. On a vu le Nord Kivu, Goma, Bukavu, etc. Pourquoi la RDC est si instable dans cette partie, en tout cas du pays? Pourquoi elle va si mal actuellement? Qu'est-ce qui se passe? Bon, en tout cas, depuis la veille, après l'indépendance, selon l'histoire que nous connaissons de notre pays, effectivement, le côté là va mal. Et la chose commence à perdurer et prendre des ampleurs vraiment inhumaines, insupportables. Et chaque fois quand je parle de ça, de la RDC, ça me fait vraiment mal. Je ne sais pas, que Dieu me donne la grâce que je puisse terminer cette émission sans pleurer vraiment, parce que c'est touchant. Et comme vous êtes en train de dire, c'est le mois de la femme, et c'est la raison pour laquelle on s'est habillé comme ça, pour soutenir ces femmes qui subissent des violences inhumaines, ces enfants qui sont abandonnés. Ça fait tellement mal. Et pourquoi mon pays va mal? Est-ce qu'on peut dire parce que Dieu nous a bénis avec des richesses? Point d'interrogation. Mais je sais qu'en tant que chrétienne, la Bible me dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne le fait suivre d'aucun mal.
de la part de Dieu, Dieu n'a pas fait un défaut de bénir ces pays. Mais le problème qui est là, c'est ces richesses-là que les étrangères qui ne font pas partie de la RDC en vie veulent exploiter, veulent se retrouver dans ça, sans pour autant que les autochtones puissent en profiter. C'est ça qui fait mal au cœur. Donc, c'est la faute, si je vous suis, la faute aux étrangers. Oui. Quelle est la responsabilité des Congolais dans ce qui vous arrive là-bas? Bon, là, est-ce que le pays est bien géré depuis 1960? En tout cas, depuis 1960, si nous regardons l'histoire de notre pays, on a eu beaucoup de crises, des vagues, des hauts et des bas. Il y a eu beaucoup de trahisons, beaucoup de contradictions. Même sur le plan politique, on a eu des moments de stabilité, mais pas trop. On était avec la génération de l'indépendance, comme moi je l'appelle ainsi, des Lumumba, les Kasavubu, les Tchombe et tout ça. Et il y avait un peu, juste après l'indépendance, au début de l'indépendance, et puis on est venu voir avec Mobutu, lui-même il a mis fin à cette guerre de l'Est. Et quand on a quitté vers Mobutu, on a vu après ces 32 ans, c'est Laurent Désiré qui est venu parce que économiquement ça n'allait pas. Et le peuple pensait que quand Kabila, le père, va venir, ça va aider le pays à s'en sortir, que le peuple congolais puisse se retrouver. Mais c'était à notre grande surprise. C'était le moment où on a été enfoncé de plus en plus. Et c'est en ce moment-là qu'apparaît ce que nous appelons le marionnisme de Kagame, si on peut l'appeler ainsi. Donc c'est lui qui est entré en scène, qui est en train de manigancer tout ce qui se passe à l'Est pour tuer, pour saccager, pour faire toutes sortes de violences, pourvu que les coltons, pourvu que toutes ces richesses qui sont là-bas puissent sortir et qu'eux, ils vont vendre aux multinationales, à l'Union européenne. Et c'est très malheureux. D'accord. Donc, vous dites la même chose que le président actuel, que l'ancien président joue un rôle dans le conflit. Oui, si. Oui, c'est vrai. Donc, l'Est du Congo, Goma, Bukavu, qu'est-ce que ça représente pour le Congo en entier? C'est important, ces zones? Oui, ce sont des zones vraiment, même géographiquement, par rapport à la RDC, parce qu'on n'a pas la carte ici. Mais je vais vous inviter de regarder cette carte quand vous voyez Bukavu, Nord Kivu, Maniema, tout ça. Cette zone est vraiment importante et ça fait partie de la beauté même de notre grande carte géographique. Qu'est-ce qu'il y a là-bas comme richesse? Il y a beaucoup, vraiment, toutes sortes de richesses parlant. C'est un scandale, une surface géologiquement scandale. Comment je peux dire? Scandale géologique. Oui, scandale géologique. C'est-à-dire le climat qui est là-bas, c'est un climat que tu n'as pas envié, même en Europe. C'est tellement beau, il fait beau de vivre là-bas. Le sol est très fertile. Et puis le sous-sol aussi est plein de minéraux. Les fameux minéraux qu'on appelle le coltan, ça sort de ces régions-là. C'est qu'on est en train d'utiliser pour l'intelligence artificielle et pour les téléphones. Ça se trouve dans cette zone-là. Donc c'est une zone très, très, très importante vraiment pour la RDC. D'accord. Donc la richesse là-bas est une malédiction un peu. Moi, je peux dire que non, la richesse ne peut pas être une malédiction. C'est l'envie des gens qui est une mauvaise chose. Mais une richesse n'a jamais été une malédiction. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la bénédiction de Dieu, c'est Dieu qui enrichit et il ne le fait suivre d'aucun chagrin. Mais c'est les gens qui veulent mal utiliser ces richesses et qui amènent la mort. D'accord. Ouais. Qui sont ceux qu'on appelle les rebelles du M23? Parce que ce sont des Congolais d'origine. Donc, on peut dire donc que ce sont des Congolais qui font mal au Congo. Qui sont-ils, ces rebelles du M23? Bon, pour le M23, comme tu l'as dit, moi, je ne suis pas avec eux. C'est à eux de s'identifier qui ils sont. Mais nous savons que c'est au travers de cette rébellion-là qu'il y a un peu ce désordre. Moi, je pourrais dire, si ces M23-là, ils pensent qu'ils sont des Congolais, moi, je pense que les chemins de la guerre ou de la rébellion
ne vaut pas la peine pour parler avec les autorités au pays. On est en 2025, c'est un temps où les gens doivent s'asseoir pour parler et non pour aller se soulever. Si ce sont des étrangers, comme nous sommes en train de dire, qui se font marionnettes derrière Kagame, qui est en train de pousser cette M23-là pour réclamer des choses qui ne sont pas forcément vraies, en tout cas de laisser cette guerre parce que ça n'arrange rien, surtout pour la RDC. Le M23, donc ce ne sont pas, vous ne les aimez pas, on vous entend, mais leur avancée est fulgurante. Pourquoi, selon vous, ils sont si puissants, ils ont autant de force? Ils peuvent avoir autant de force qu'ils peuvent avoir. Bon, je ne pense pas que c'est eux-mêmes d'abord. Ça montre très bien. Parce que quels moyens eux, ils ont pour financer une telle avancée avec des armes que nous voyons, des armes lourdes. Ça veut dire qu'il y a des gens, ce que nous appelons le multinational européen. On n'a pas à se cacher. Parce que c'est ce qui est sorti, les multinationales. Il y a l'Union européenne, il y a les États-Unis, il y a lui-même le marionnette Kagame qui est en train de pousser ces gens pour déstabiliser la RDC, maintenir le désordre et exploiter illégalement, illégitimement les ressources qui sont hors de leurs frontières. Donc c'est ça un peu, je peux résumer. Très bien, mais quand on voit l'avancée fulgurante des rebelles qui prennent des villes, la première question qu'on se pose, mais où est l'armée congolaise? Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que le Congo a une armée? Est-ce que vraiment le Congo dispose d'une armée compétente? Bon, l'armée congolaise, elle est là parce qu'on a un nom, le FARDC. C'est à cause de ça nous sommes habillés ainsi pour leur soutenir. Parce qu'un pays qui a connu son indépendance le 30 juin 1960 ne peut pas rester sans une armée. C'est peut-être le problème qui est dans cette armée, ce que nous sommes en train de voir, et vous, vous êtes journaliste, c'est mieux placé que moi pour savoir qu'est-ce qui se passe. On dit qu'il y a les infiltrations dans l'armée, on parle de manque d'organisation dans l'armée, il y a des manques d'armes dans l'armée, l'équipement militaire peut-être peut leur manquer, mais l'armée, elle est là. Les gens de bonne volonté, ils sont là pour un pays comme la RDC. C'est ça, on a entendu le président Tshisekedi même parler de traîtres au sein de l'armée. Il y a des traîtres dans l'armée. Oui, c'est ça qu'on est en train de dire. Il y a une trahison qui est en train de se faire dans le pays, non seulement au niveau de l'armée, mais même l'autre là aussi, il en a parlé parce que il a dit qu'on a même des représentants jusqu'au niveau du sommet de la République. Ça, c'est quelque chose de vraiment inadmissible pour un pays, qu'il y ait des traîtres au sein d'une armée ou bien au sein d'une communauté pour déstabiliser tout un pays. C'est vraiment dommage. Très bien, c'est ça. Je rappelle qu'on reçoit, on peut l'appeler comme ça, une compatriote africaine de la RD Congo, Madame Kizwangi, qui parle de son pays présentement. Donc, on a parlé de Félix Tshisekedi, le président actuel, qui est arrivé au pouvoir dans des conditions démocratiques, on peut le dire comme ça, parce que depuis longtemps, c'était des coups d'État et de l'instabilité. Est-ce que Félix Tshisekedi a de l'envergure? C'est un bon président, c'est un bon chef d'État? Pour dire le président Tshisekedi, pour moi, je ne suis pas là pour prendre la part de quelqu'un, mais je suis en train de faire une analyse, c'est-à-dire essayer de parler de mon pays dans le langage qu'il faut pour que nous puissions vraiment avoir une solution. C'est notre président, après tout, de la RDC, démocratiquement élu, en 2024. Donc, c'est un président de la République, à qui aussi moi, je peux demander d'essayer un peu de voir et de travailler encore davantage pour que dans ce moment précis,
où il est président, de faire quelque chose encore de plus concret, que de manière, quand son mandat va finir, nous les Congolais, nous pourrons dire que nous avions un président dans les temps de guerre, dans les temps difficiles, il a fait quelque chose pour la RDC. Donc c'est ça que je peux lancer message par rapport à notre président. D'accord, très bien. Oui. Mais quand on est chef d'État d'un pays, qui perd des villes comme ça aussi facilement, mais on est fragilisé. Est-ce que vous pensez que Tshisekedi est fragile actuellement ou est fragilisé? Bon, ça c'est dans ces sens. Je peux dire qu'est-ce qui lui manque en fait? Est-ce que c'est un bon politicien, c'est un bon dirigeant? Il lui manque quelque chose, non? Bon, pour dire que pour lui, c'est vrai que toute personne, il a des choses qui lui manquent. Personne n'est parfait. Peut-être ce qui manque à notre présidente, c'est des bons conseillers, si on peut dire ainsi. Parce que toute la responsabilité, ça lui incombe. Si les choses vont bien, c'est lui. Quand ça ne va pas, c'est aussi lui. Donc c'est à lui d'essayer de voir un peu son entourage. Si nous commençons à parler qu'il y a des traîtres, il y a des trahisons, c'est à lui de savoir bien filtrer d'abord, de ne pas regarder les sentiments de gauche, de ne regarder pas toujours les politiques, de prendre vraiment des choses en main en tant que responsable, parce que ça lui incombe devant le peuple et devant Dieu. C'est lui qui est là. Donc il doit voir son entourage. Parce que quand quelque chose, même s'il est très bon, si son entourage n'est pas bon, on va dire que c'est le président qui n'est pas bon. Donc s'il a un bon entourage et que lui, même s'il n'est pas bon et qu'il est bien encadré, on va dire que le président est bon. Donc c'est à lui, la responsabilité lui incombe de voir son entourage. D'accord. Il a même appelé à l'union sacrée des Congolais. Quel est l'état d'esprit, même si vous en êtes éloigné, l'état d'esprit de vos compatriotes actuellement dans cette situation de conflit? Pour l'état d'esprit, je peux dire, en commençant par moi-même et tous les Congolais, avec les gens avec qui nous causons, pour nous, si ça ne dépendait que du peuple congolais, même à pied, on doit rentrer au Rwanda. On doit d'abord, comment on appelle, neutraliser cette miniature qui est en train de nous faire souffrir, parce que c'est devenu une carie dans les os des Congolais. C'est ça qui est dans le Congolais. On veut se battre, se défendre. Le Congolais veut se défendre parce que 30 ans de guerre, 30 ans d'humiliation, 30 ans de souffrance, ce n'est pas 3 jours. Il y a des enfants qui sont nés pendant cette guerre, qui sont en train de grandir, qui n'ont jamais connu la paix. Et ça, c'est très dangereux pour l'avenir d'un pays. Vous avez dit rentrer au Rwanda ou rentrer... Oui. Aller vers le Rwanda, aller trouver le Rwanda chez lui pour le neutraliser. mais ça, c'est pour une femme qui dit ça, c'est trop va-t-en-guerre. Moi, j'attendais de vous peut-être que vous me disiez il y a un chemin de paix, il y a une solution. C'est quoi la solution à ce problème, à ce conflit? Si je vous ai répondu d'abord c'est parce que vous avez demandé l'état. L'état des Congolais actuel, c'est l'état d'esprit, l'état d'esprit des Congolais. Parce qu'on veut mettre un terme à ça. Parce que si quelqu'un te met le doigt dans l'œil, même toi-même, j'espère que tu ne vas pas rester tranquille pour lui dire que je n'aimais pas. Mais s'il enfonce, j'espère que c'est ça que tu vas faire. En tant que femme aussi, c'est ça. Donc vous dites œil pour œil, dent pour dent. Non, je n'ai pas dit œil pour œil. Si je prends quelque chose, je mets dans ton œil, je pousse, tu sais que c'est pointu, tu vas te défendre. C'est ce qu'on appelle, on veut se défendre. La RDC veut se défendre. Mais pour nous, la situation que nous souhaitons pour notre pays, c'est la paix. Comment nous voulons la paix? C'est le message que nous sommes en train de lancer. C'est-à-dire parler à ces institutions européennes, ces grandes puissances européennes, de négocier avec la RDC. C'est-à-dire, si vous avez besoin de minerais, venez à la RDC, ne passez pas par le Rwanda, ne passez pas par les génocides, ne passez pas par le massacre des Congolais, éliminer les Congolais pour prendre son sol. C'est ça que nous, en tant que femmes, c'est ça. Parce que la femme, c'est la première personne qui souffre dans la guerre, quand il y a guerre. D'accord. Le Rwanda a aussi un chef d'État qui s'appelle Paul Kagame.
Qu'est-ce que vous pensez de lui? Bon, moi, malheureusement pour marionnette Paul Kagame, c'est un fils indigne d'Afrique. C'est un fils indigne. Pour lui, j'aimerais qu'il puisse écouter aussi ses messages. Parce que prendre des armes, toi tu es des ethnies Tutsi, pour venir tuer les Hutus ou les Congolais dans leur territoire, voler leurs richesses, aller vendre à l'étranger, c'est indigne de toi, du sang que tu es en train de verser. Parce que la base de tout cela, c'est marionnette Kagame et son entourage. C'est ça, vraiment, c'est un fils indigne d'Afrique. Ah ouais, c'est ça, vous le présentez comme ça, mais beaucoup de monde disent que il a transformé son pays, qui est devenu un pays respectable, le plus propre d'Afrique. Est-ce que ça ne le blanchit pas un peu? C'est un bon chef d'État. Ou bien vous ne l'aimez pas du tout? Non, c'est pas que je l'aime pas du tout. C'est une âme qui a besoin de salut, parce que après ça, il sera jugé après sa mort. Il a bien fait son pays, mais avec quel argent, avec quelle source? C'est ça la question pour se poser. Les richesses là, c'est avec quoi? S'il est capable de nous répondre, avec quel minerai? Il l'a fait avec quoi? C'est à lui de poser la question, il nous répond. D'accord, très bien. Donc nous pouvons avancer, mais il y a aussi une autre question. La RD Congo, c'est un grand pays vaste, le quatrième même le plus vaste d'Afrique, avec une population importante, plus de 100 millions, face au Rwanda, qui est tout petit. Comment David ou Goliath David peut venir à bout de Goliath? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut comprendre que la RD Congo soit à ce point vulnérable face, entre guillemets, au petit Rwanda? Ouais, parce que c'est ça que j'ai dit. Quelque part, c'est à nous, comme j'ai dit, notre président, c'est à lui de voir notre armée d'un côté, parce que Congo, c'est un grand pays. Le Rwanda à lui seul, le Congolais à lui seul, le Rwanda ne peut pas tenir. Le vrai David, c'est la RDC. Le faux Goliath, c'est Kagame. Et le Rwanda, c'est le faux Goliath. Parce qu'il y a des gens qui sont derrière lui, l'Union européenne, qui sont en train de faire à ce que lui, il puisse avoir une puissance. Donc c'est ça. D'accord. Les Occidentaux, Américains, Anglais commencent à prendre des sanctions à l'encontre de certains Rwandais, notamment le ministre chargé de l'intégration régionale. James Kabara. Voilà, très bien. Est-ce que vous croyez en ces sanctions? Bon, eux, ils peuvent sanctionner, ils sont loin. Nous voulons que leurs sanctions-là soient aussi accompagnées des actes concrets. De cesser de financer par les armes le Rwanda et les rebelles du M23, de cesser de négocier les minéraux congolais au niveau des marchés internationaux avec le Rwanda, et que le Rwanda puisse se retirer, que toutes ces milices-là puissent se retirer, parce que c'est une milice organisée par le Rwanda lui-même, appuyée par les Occidentaux. Ils n'ont qu'à arrêter. Ce n'est pas dire que c'est mauvais et de sanctionner, mais les sanctions-là doivent avoir des actes concrets. Si eux, ils nous laissent tranquilles, notre pays aussi aura sa tranquillité. Et les problèmes internes, on va les régler entre nous dans notre pays. De laisser aussi leur ingérence dans les affaires des Congolais, des Africains en général et des Congolais en particulier. C'est ça que nous demandons aux Européens et aux Américains. Très bien. Il y a l'Union africaine également qui s'est réunie récemment, dernièrement, et qui prévient contre toute forme de balkanisation de la RD Congo, mais l'Union africaine fait des communiqués sans jamais citer le Rwanda. L'Union africaine fait un peu de panspilatisme, c'est-à-dire elle est un peu neutre. Est-ce que vous comprenez un peu la neutralité ou l'équidistance un peu de l'Union africaine? Bon, c'est à déplorer. Quand vous parlez de neutralité, moi je pense que la neutralité c'est un choix.
c'est déjà un choix quand on ne veut pas faire appliquer la justice, et c'est un mauvais choix. En tant que l'Union africaine, je ne vois même pas, je ne sais même pas, c'est vous qui me rappelez qu'il y a l'Union africaine. Pour moi, je pense que ça n'existait plus. On l'a étudié à l'école le temps de l'OUA, je pense, hein. Mais l'Union africaine, je ne sais pas si ça existe, parce qu'on voit que cette union n'a pas de force sur les problèmes, les conflits de l'Afrique. Quand l'Union européenne s'élève pour les Européens, nous ne voyons pas cet impact de l'Union africaine. À quoi ça joue? Si le Rwanda, il fait le mal, il faut dire à la miniature du Rwanda et aux marionnettes Kagame que ce que tu fais, ce n'est pas normal, et de les sanctionner. Mais si nous-mêmes, au niveau de l'Afrique, l'Union africaine ne fait rien, vraiment c'est déplorable. La neutralité, là, c'est un mauvais choix. Voilà, donc l'Union africaine ne marche pas. Ne marche pas du tout, n'a pas d'influence. Si on voit que sur le sol africain, c'est les armées étrangères qui viennent pour arrêter, par exemple, permettez-moi de parler de ça, Gbagbo, dans son pays, étant un président, on l'a pris Gbagbo pour l'amener à la Cour pénale. On voit les leaders Kadhafi, les guides libyens, venir les tuer dans le sol africain. Ça, là, c'est inadmissible pour une Afrique qui s'est dit qu'on a une Union africaine. C'est déplorable. D'accord. Et on est au Sénégal. Oui. Vous avez pris l'initiative de marcher il y a un mois de cela. Oui. La marche n'a finalement pas été autorisée. Pourquoi on vous a empêché de marcher? Bon, pour des raisons, jusque-là, nous ne connaissons pas. Parce qu'on nous a parlé de l'itinéraire. D'abord, c'était l'Union des jeunes Congolais. Comme je vous ai dit, l'état d'esprit, c'est quoi? On s'élève pour se battre avec tout le moyen que nous avons pour dénoncer. Et nous avons vu que le Sénégal, c'est un pays, comme je t'ai dit, qu'il y a la démocratie. On est passé par les voies juridiques, législatives, non, comment on appelle ça? Les voies normales. Les niveaux normaux. On a fait notre demande, mais c'est à la dernière minute qu'on nous a dit que non, non, pour les troubles. On a tenté deuxième fois avec la communauté, la grande communauté, parce que là, c'était les jeunes pour la première fois. La deuxième fois aussi, on est en train de faire. Jusqu'à présent, on est en train même de demander que si on pouvait même avoir un sitting, de nous laisser nous exprimer, parce que nous pensons que le Sénégal, c'est un pays de droit, c'est un pays de démocratie. Vraiment, c'est une marche pacifique pour vraiment joindre. Nous ne sommes pas au pays, mais nous tous, nous sommes de la diaspora, faire comme notre autre diaspora qui sont en Europe. Et nous, la diaspora ici du Sénégal, nous voulons faire la même chose. Que l'État sénégalais nous permette de faire ça pour nous exprimer. Très bien. Au niveau Donc, international. voilà, donc la marche a tourné court ce jour-là, mais vous vous êtes adressé à la presse. On vous a entendu et vous avez évoqué le nom du Premier ministre du Sénégal, M. Sonko. Pourquoi vous l'avez convoqué dans votre déclaration? Parce que je vois à M. Sonko, j'ai eu l'habitude de l'appeler président Sonko. C'est par rapport avant, mais c'est notre Premier ministre que j'ai vu en lui ses qualités de leadership, ces soucis-là pour une Afrique qui veut avancer. Et maintenant qu'il est au pouvoir, lui, il peut mieux comprendre cette douleur que les Sénégalais ont ici, pardon, plutôt les Congolais ont ici dans le sol sénégalais. Parce que lui, il a mobilisé les jeunes, il s'est levé, il y a des temps, il était fatigué, mais il n'a pas lâché, il était en prison, il n'a pas lâché, et aujourd'hui, nous voyons les résultats, et il est sur le bon chemin. C'est pourquoi nous avons fait aussi appel à lui. Et vous pensez qu'il peut faire quelque chose pour vous? Parce que le Sénégal a la même position que l'Union africaine, c'est-à-dire on est au milieu, on ne prend pas, on ne se mouille pas. Donc votre appel risque de ne pas être entendu. Quel est le rôle que le Sénégal peut jouer dans ce conflit en vous adressant au président de la République, par exemple? Qu'est-ce que peut faire le Sénégal dans cette affaire? Parce que le Sénégal peut
un message singulier ou une voix singulière à porter dans le monde et en Afrique, qu'est-ce que le Sénégal peut faire pour la solution à ce conflit? Ouais. En tout cas, appeler d'abord pour moi, parce que le Sénégal, c'est d'abord un exemple de démocratie en Afrique, de un. Et la génération que je peux dire que le Premier ministre Sonko a amené, ça montre le patriotisme, c'est-à-dire pour une Afrique de développement. Le Sénégal peut continuer à jouer ce rôle dans le règlement du conflit RDC-Rwanda en permettant à les deux parties au conflit de s'exprimer s'ils ont moyen de s'exprimer sur son sol et à lui aussi de ne pas prendre la position pour dire que non, je suis pour la RDC ou bien je suis pour le Rwanda, mais de dire la vérité de ce qui se passe parce qu'on n'est pas là ignorant. Si l'Union européenne, on dit qu'il commence à prendre des sanctions, l'Union africaine peut faire aussi de même et se prononcer clairement. Et l'Union, le Sénégal aussi peut nous aider dans cette lancée pour dire la vérité de ce qui se passe. C'est une injustice qu'on ne doit pas tolérer encore en Afrique dans ce 21e siècle. Très bien. Le Sénégal a quelques ressorts quand il y a conflit, parce qu'on a vu ce qui s'est passé ici en 2021. Les chefs religieux montent au créneau pour apaiser tout le monde. Est-ce que chez vous, au Congo, vous avez ce genre de mécanisme ou de ressort pour un peu amortir les chocs? Ouais, donc c'est le bon côté encore que j'aime du Sénégal. Quand vous parlez des autorités religieuses, quand vous parlez, moi je ne vois pas seulement leur titre comme autorité religieuse, mais je respecte leur âge. Tu vois, les cheveux blancs là, c'est tellement quelque chose de fort. Surtout l'autre, c'est Serine Fallou. C'est Muntaka, oui. Non, l'autre qui est décédé, le Serine Fallou, c'était un homme que j'appréciais beaucoup. Parce que chaque fois, quand il y a de tels conflits au Sénégal, tu vas voir qu'eux, ils vont s'élever et ils vont amortir. Ils vont parler et la population va les écouter. C'est un acquis. Et pourtant, chez vous, vous avez une église forte qui peut jouer le même rôle, non? Oui, j'arrive. C'est ça que j'ai dit, ces questions. Est-ce que les gens là sont intègres? Parce que quand on parle comme des stérines que je viens de citer, je ne sais pas que si lui il dit un mot, quelqu'un va le contredire. Tu sais pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils vivent une vie intègre. Ils sont dans l'intégrité. Ils ne se mettent pas là pour les choses mauvaises. Quand tu le vois, et les personnes vont écouter. C'est ça qui manque pour nous. Il y a une église, comme vous dites, il y a une église là-bas, mais qu'est-ce que le rôle de ces serviteurs de Dieu, de ces pasteurs, des autres, je ne dis pas tout, mais ceux qui peuvent vraiment donner et harmoniser les choses ou bien amortir les situations pour dire que ce soit ces rebelles, que ce soit à ceux qui sont au pouvoir, venez vous mettre ensemble pour parler, pour trouver la solution de paix. D'accord, très bien. Justement, solution, vous l'avez dit. C'est quoi la solution au problème congolais, notamment dans le Kivu? C'est quoi la solution d'après vous? La solution pour moi, c'est de demander aux marionnettes Kagame de quitter le territoire congolais. De parler aussi, parce que quand lui il va quitter, avec tous ces acolytes qui sont derrière lui, je pense qu'on aura 90% de la solution à notre problème pour la RDC. Et maintenant, si lui, il ne veut pas quitter, comme on dit, c'est la guerre. Le Premier ministre, notre Premier ministre a parlé, il a dit qu'on est en état de guerre. Il a parlé ça officiellement. Parce que quand quelqu'un ne veut pas quitter, quand on lui demande de quitter, maintenant, la solution, c'est quoi? C'est le faire sortir de force. Très bien. C'est ça. Oui, c'est ça. Monsieur Kagame, bon, c'est un chef d'État. Oui. On ne peut pas le qualifier de marionnette. Bon, moi, je ne le qualifie pas de marionnette par rapport à son État, de chef de l'État dans son pays. Marionnette par rapport à ce qu'il est en train de faire. Nous connaissons tous très bien, géologiquement parlant, les richesses qu'on est en train de présenter que le Rwanda a.
ça ne fait pas partie de son territoire. Et quand nous voyons sur les terrains, on a des familles là-bas, on a des gens là-bas, nous-mêmes, on peut se distinguer. Nous, Africains, on se connaît que celui-là, c'est un Tutsi, celui-là, c'est un Hutu, celui-là, c'est un Mwanyamulenge, celui-là, c'est un Congolais, c'est un Mukongo, c'est un Moussouaïli. On se connaît. C'est par rapport à ça, je dis qu'il est en train de servir les intérêts des Européens, de l'Union européenne, des États-Unis et des multinationales. Très bien. Ouais. Un jour qu'il pense à ce qui était arrivé à ses prédécesseurs qui ont suivi la mauvaise voie comme lui. D'accord, très bien. De toute façon, le premier artisan de la paix en Afrique et même dans le monde, pour moi, ça doit être M. Kagame, parce que son pays, en 1994, a été le théâtre d'un des pires génocides de l'histoire, plus de 500 000 morts. Donc, il y a le M23. Pourquoi Félix Tshisekedi, le président congolais, ne veut pas discuter avec le M23? Comment on peut discuter avec... même moi, si j'étais à la place du président, moi, je parle de moi, je ne peux pas négocier avec les gens là. Pourquoi? Parce que les raisons qu'ils sont en train d'amener ne sont pas fondées, ne sont pas valables pour un pays. Ils ne sont pas là pour les services de la population. Je ne pense pas que c'est la population de Kivu qui les ont demandé de se lever pour venir négocier avec le président. On n'a qu'à se dire la vérité. Les images sont là, les constats sont là. On sait que ce qui se passe à l'est du pays, ça dépasse même la population, ça dépasse les intérêts des habitants de Kivu, les habitants de Goma, ça leur dépasse. Ce n'est pas à leur niveau. C'est le niveau des minéraux occidentaux que les Occidentaux sont en train d'envier. D'accord, très bien. En parlant de Kagame, il reproche également aux Congolais, il vous reproche d'utiliser, je pense, les Hutus un peu, pour le déstabiliser, pour déstabiliser le Rwanda. A-t-il raison ou a-t-il tort? Je peux dire carrément qu'il a tort. Le peuple congolais d'abord de nature, et lui il connaît ça très bien. Il connaît ça très bien. Le Congolais n'est pas quelqu'un qui vient pour susciter les guerres entre les gens, ou bien entre les Hutus et les Tutsis. Si c'était le cas, nous-mêmes dans notre pays, on n'allait pas avoir cette paix. Nous, on est une grande nation, mais on est à l'aise dans n'importe quelle région. Parce qu'on s'est marié entre nous, on est bien. C'est eux, là-bas, qui ont des problèmes, les Tutsis, parce qu'ils n'ont pas... Leur problème, c'est qu'ils ne s'intègrent pas. Ils ne veulent pas l'intégration. C'est entre eux. Ils veulent rester dans cette colonie pour déranger leurs voisins Tutsis. Leurs voisins Hutus. Ça, c'est entre eux. La République démocratique ou bien le peuple de Goma n'ont rien à voir avec ça. Même nos politiques, on a assez de problèmes pour nous-mêmes à résoudre pour nous occuper de la miniature du Rwanda. C'est fort quand même. D'accord. Voilà, c'est la dernière ligne droite. Je rappelle que nous recevons Madame Madina Kizwangili Vita, une Congolaise de Kinshasa, établie au Sénégal. Alors, on est le 9 mars, hier c'était le 8. C'était la journée internationale des femmes. Il y a une partie du Congo, Goma, qu'on qualifie, qu'on décrit comme étant la capitale mondiale du viol. Merci. Je l'ai lu quelque part. Et ça, c'est très violent. Est-ce que cela est avéré? Est-ce que c'est vrai, ça? Malheureusement, je peux vous dire que c'est vrai. Même ici, si vous aurez l'occasion, je vais vous montrer les femmes qui étaient là-bas, qui ont subi cette violence. Malheureusement, c'est vrai. C'est pourquoi je me suis mis dans cette tenue. Nous avons lancé dans les réseaux sociaux pour que toutes les femmes congolaises se mettent dans cette tenue noire pour montrer notre désolation et d'appeler comment on appelle ça, l'Organisation mondiale pour
des droits de la femme, de faire respecter le droit, parce que là-bas, il y a violation. Les femmes sont violées 24 heures sur 24. Et ça, c'est dans l'intérêt de leur... J'ai du mal à parler. Ah oui, non, mais on vous comprend. On vous comprend, on peut changer. Ça fait très mal, mais je voulais vraiment lancer un appel. Vraiment à la présidente que j'ai vu Ursula von der Leyen, elle est une femme, elle a 7 enfants. C'est la présidente de la Commission européenne. Commission européenne. L'allemande. Vraiment de revoir ça avec sa Commission européenne. De se mettre à la place de ses mamans. Il y a des enfants même, quand vous regardez dans les reportages, ils n'ont ni père, ni mère, ni personne, à l'âge de 7 ans, qui se cherchent à manger. Au moment où les enfants de l'Union européenne sont bien logés, bien nourris, bien respectés, le droit de la femme à l'international est bien respecté, mais la femme au Congo, elle n'a même pas quoi donner à manger à son fils, à sa fille. Il n'a pas le temps d'éduquer, de voir ses problèmes. Donc c'est quelque chose qui touche. C'est pourquoi nous ne voulons pas de cette guerre, des richesses, des pillages de nos minéraux. Nous refusons cela. Parce que la femme est vulnérabilisée, la femme congolaise est humiliée. La femme congolaise, elle n'a pas de sécurité dans cette zone. Très bien. Donc le 8 mars, est-ce que chaque année on célèbre cette fête pour les femmes? Est-ce qu'à l'occasion, en ces occasions-là, on traite les vrais sujets? On parle par exemple de ce qui se passe à Goma et autres. Est-ce qu'on ne fait pas des hors-sujets à l'occasion des journées des femmes? On fait vraiment, il y a beaucoup de hors-sujets. C'est ça qu'on avait eu à parler hier. Il y a beaucoup de hors-sujets. Parce que quand on parle des droits de la femme, le sujet même qu'on devait évoquer, c'était le sujet des femmes à l'est de la République démocratique du Congo. Qu'en est-elle devenue? C'est la question qu'on doit se poser par rapport au droit international de la femme. C'est ça, on laisse les vrais sujets, on fait des mascarades pour dire c'est le 8 mars. Qu'est-ce que nous fêtons? Par exemple, moi à l'est aujourd'hui, qu'est-ce que je peux fêter le 8 mars? Si ce n'est pas avoir une bonne pensée pieuse, prier pour ces femmes-là, pour que Dieu leur donne la solution, ou bien celles qui sont blessées, que Dieu leur donne la consolation parce qu'elles sont blessées. Elles ont besoin d'être traitées même psychologiquement. Mais on ne fait rien pour ces femmes à l'Est. Mais on parle de journée internationale de la femme. C'est quelle femme? Femme européenne? Point d'interrogation. D'accord, très bien. J'avais une dernière question pour un peu abaisser la tension. Souvent, nos frères congolais et sœurs congolaises, on les qualifie un peu on dit qu'ils aiment bien danser, ils aiment bien se montrer ou se faire élégant. Est-ce que tout ça, c'est pas au détriment du travail? Ou bien est-ce que c'est caricatural? Il y a beaucoup de danse, il y a beaucoup de folklore en RD Congo. Hein? C'est une caricature, ça. Hein? Non, ça, c'est un peuple qui est joyeux. C'est un peuple qui n'a pas de problème avec qui que ce soit. Tu peux rester avec un Congolais, même dans nos frontières. Si tu regardes l'histoire d'Afrique, on n'a jamais... C'est le Congo qui est agressé. Mais le Congolais n'a pas l'habitude d'aller agresser les autres hors de leurs frontières. Ça, on peut le dire. C'est pas que les Congolais ne sont pas intelligents ou bien ne sont pas fous ou bien ils sont inconscients. Sinon, moi, je ne serais pas là. Moi, je suis née, grandi au Congo. J'ai fait mes études au Congo. L'université qui m'a encadré, c'est parmi les meilleures universités de la République démocratique du Congo. Et dans ces écoles, université protestante au Congo. Voilà. Et l'école des protestants, il y a une grande discipline dans ces écoles. Je suis le fruit de cette éducation. Voilà, donc quand on dit que les Congolais ne font que danser, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Les Congolais, c'est ça l'image qu'on veut faire sortir. Parce que quand quelqu'un est dans les problèmes, chacun va venir donner ses jugements. Au lieu de chercher la source
et résoudre les problèmes. C'est pas les Congolais, c'est pas un peuple inconscient. C'est un peuple qui est conscient et qui est en train de se battre dans tous les fronts pour garder son intégrité nationale. D'accord. Et vos artistes, vos influenceurs, les Fally Ipupa, Koffi Olomide, etc., on ne les entend pas dans ce conflit-là. Pourtant, leur voix pourrait servir aussi à quelque chose. C'est la dernière question. Pourquoi ils ne s'expriment pas? Bon, moi, j'ai vu au début de cette récente attaque, j'ai vu Koffi porter l'uniforme de militaire, ils ont parlé. Bon, peut-être s'ils ne parlent pas ou bien ils parlent, mais moi je pense qu'ils parlent. Chacun fait de son mieux. Il n'y a pas aucun Congolais, même si c'est un musicien, je pense qu'il n'y a aucun Congolais. Même quand on parle peut-être de Fally, il a salué Kagame ici, peut-être c'était le cadre. Lui, c'est un musicien. On doit comprendre qu'est-ce que lui, il fait. Mais si on demandait le cœur de Fally le jour-là, ça allait faire autre chose. Mais ce n'est pas que le Congolais, il est inconscient. Même nos musiciens, comme vous le dites, ils ont peut-être chacun sa manière de s'exprimer. Au fait, je ne peux pas parler à leur place, mais c'est le constat que je peux faire. En tout cas, merci beaucoup pour les brillantes réponses et on souhaite de tout cœur que ce conflit soit rapidement un vieux souvenir. Vraiment. Merci Madame Kizwangi Livita d'avoir bien voulu répondre à l'invitation du jury du dimanche. Merci beaucoup. Merci. Moi qui vous remercie. Merci beaucoup et très bon week-end. Oui, merci à Abdoulaye Ndiaye pour la réalisation, à Pape Doudou Diallo pour les images photographiques. Merci et excellent dimanche à toutes et à tous.